mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience ce mercredi 18 juin 2025 l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en mission à Kinshasa avec sa délégation pour préparer la tenue de cette conférence avec les autorités congolaises. Le secrétaire exécutif a été conduit auprès de la chef du gouvernement par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu. Au cours de cet entretien, plusieurs questions ont été abordées, à savoir la candidature de la RDC à la tête de cette organisation, la présentation du rapport des travaux préparatoires du 9e sommet qui se tiendra au mois de juillet 2025 ainsi que la lutte contre l'exploitation illégale des minéraux congolais. Joao Samuel Kaolo a exprimé sa gratitude envers la première ministre pour son soutien aux initiatives de la CIRGL. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a indiqué que les discussions avec la délégation de la CIRGL a duré 3 jours. Je voudrais ici confirmer, j'ai accompagné M. l'ambassadeur Kaolo, qui est le secrétaire exécutif de la CIRGL, qui est arrivé ici avec sa délégation depuis le dimanche et que nous avions eu le temps de travailler pendant 3 jours. J'ai eu à faire les rapports à son Excellence, M. le Président de la République. Et depuis hier, aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement. Et il a été clairement confirmé par le secrétaire exécutif de son appui et la détermination de l'organisation pour accompagner la République démocratique du Congo face à cette cœur d'agression qui nous est imposé par le Rwanda avec ce supplétif du M23. Et il a été clairement aussi rappelé par le secrétaire exécutif de réunions organisées à ce qui concerne l'exploitation illégale, aussi l'importation de minerais de la République démocratique du Congo. Des réunions ont été organisées et ça a été certifié et que très bientôt ça sera validé ces rapports par le chef d'État et de gouvernement. Et nous avions aussi parlé de la présidence en exercice de la CIRGL par la République démocratique du Congo. Et il y a les cahiers de charges concis et que nous avions soumis à Madame la Première ministre concernant des dates pour des réunions statutaires et que nous attendrons la réponse ou bien la suite qui sera réservée par rapport à l'agenda de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour valablement accueillir ces travaux du sommet de la CIRGL. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda est prévue le 27 juin prochain à Washington, lors d'une réunion ministérielle dans la capitale américaine. Toutefois, les deux nations ont paraphé un projet d'accord de cessez-le-feu lors des négociations facilitées récemment par les États-Unis et les Qatar. Ces projets s'inscrivent dans la continuité de la déclaration des principes signée à Washington. Le 25 avril dernier, il comprend des engagements clairs concernant les cessations des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale et le désarmement des groupes armés non étatiques actifs dans l'est de la RDC. Il s'agit de noter que les deux parties ont salué les avances réalisées et les réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords convenus dans le but de restaurer la stabilité régionale et de favoriser une coopération accrue, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement économique. Espérons que cette fois-ci, cet accord sera réalisé pour que la paix revienne à l'est de la RDC, car la population est victime depuis plus d'une décennie où on constate des pertes de vie humaines à répétition.
Dans un communiqué de presse publié mercredi 18 juin dernier, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a appelé à cet effet ses partenaires nationaux et internationaux à suspendre toute forme de collaboration avec les structures mises en place par l'occupation rwandaise et attendre les résolutions de la réunion tripartite tel que demandé par la partie congolaise. Par ailleurs, il a accusé l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 de persister dans la commission d'actes graves portant atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC dans les territoires occupés de provinces du Nord Kivu. Dans ses communiqués, le gouvernement a également dénoncé plus de 289 cas d'assassinat et d'exécutions sommaires, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, des centaines de personnes disparues ainsi que de milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans des conditions humaines et de pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans des zones sous occupation. Enfin, il a aussi dénoncé la traque des citoyens congolais assimilés au FDLR en vue de leur déportation vers le Rwanda. Le gouvernement a promis de poursuivre la documentation douloureuse de ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC afin que la justice soit rendue aux victimes. Dans les secteurs de Bapéré, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire se détériorise gravement. Plus de 8 groupes armés inconnus se présentant comme des Wazalendo censés combattre les ADF terrorisent la population locale, semant peur et confusion. En effet, ces groupes dits de faux Wazalendo, au lieu de protéger les civils, et ils se livrent à s'aimer de tracasseries motivées par des intérêts personnels, aggravant la souffrance des habitants. Il faudrait noter que cette situation crée une double menace pour le paisible citoyen vivant dans ce coin, déjà éprouvé par les violences sécuritaires dans la région. Face à ces états de choses, l'administrateur militaire de Lubero a dénoncé la complicité de certains groupes d'autodéfense avec le NEMI, notamment dans l'exploitation illégale de minerais, ce qui alimente les cycles de violence et compromet les efforts de stabilisation. Signalons par ailleurs que la présence de ces multiples groupes armés à Bapéré, sous couvert de lutte contre les ADF, révèle une crise sécuritaire profonde où les civils restent le premier victime. En outre, les menaces étrangères imposées par le rebelle ougandais ADF dans les territoires de Beni et Lubero, précisons que la province du Nord Kivu fait actuellement face à une agression rwandaise sous le label du M23. La Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, se voit très mal cotée par la population depuis quelques temps à Matadi, siège des institutions provinciales, où le courant électrique devient une denrée rare pendant que les Matadiens ont beaucoup plus besoin d'elle, à savoir, hormis le système de délestage imposé ou recommandé par la SNEL pour désœuvrer tant soit peu. L'électricité pendant une durée précise, c'est la coupure intempestive qui devient monnaie courante. Un mot difficile à digérer qui implique la quasi-totalité des quartiers de la ville. Dans l'entretemps, la population, elle, qui honore sa part des responsabilités en payant régulièrement ses factures, se pose mille et une questions, car l'énergie électrique fournie par la SNEL est souvent rare pendant la journée et ne revient que tard la nuit, au moment où tout le monde reste plongé dans un profond sommeil, alors que, dû de cette situation qui ne cesse de créer un climat de désaccord entre la société productrice et distributrice de l'énergie électrique et ses abonnés qui demeurent plongés dans le noir total injustement sans savoir les vraies causes de cette situation. À l'heure actuelle, il est donc important de souligner que plusieurs quartiers de la ville portuaire de Matadi sont frappés par cette triste réalité, notamment Kitomesa, Nzanza, Sid, Nord et tant d'autres. À cet effet, il est important pour la société citée si haut de bien vouloir donner des explications claires et fondée à ses abonnés, car les coupures intempestives du courant électrique sont à la base de plusieurs désagréments de différents ordres. La tolérance, du latin tolerar, est l'action ou le fait de supporter l'autre, de prendre son mal à patience, d'accepter certaines pertes au bénéfice de l'autre. La tolérance
désigne la capacité à permettre ce que l'on les approuve, c'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter dans une certaine mesure ce que l'on devait ou l'on pouvait refuser. Plus loin, on arrivera à dire que la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable. Toute liberté à tout droit implique nécessairement pour s'exercer complètement un devoir de tolérance et tolérant. Celui qui accepte la montée de l'autre, quand bien même que cela pourra indisposer, est tolérant. Celui qui cesse de combattre ce qu'il peut copier en bien. En effet, la tolérance est fondamentalement devenue une notion politique et juridique. On parlera également de la tolérance sociale qui, elle, appelle au respect des valeurs morales des autres. La tolérance, une des faces cachées de la maturité. Sur la table du sommet G7 qui s'est tenu le mercredi 18 juin dernier au Canada, l'Ukraine semble être reléguée au second plan. Pourtant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était déplacé en personne pour défendre la cause de son pays dans ces sommets. Ce dernier s'est contenté du strict minimum sur les dossiers. Cette réunion de grandes puissances n'était dominée que par la guerre d'Israël et manquée par des tensions entre les chefs d'État qui, au sortir de ces assises, ne parlaient pas la même langue. Le président américain Donald Trump, qui est parti de la réunion de manière anticipée, encourage Israël à attaquer l'Iran, tandis que le président français Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu. Quant au premier ministre canadien Mark Carney, hôte de cette édition, a reconnu ses manques d'engagement plus appuyés et a confié en conférence de presse un avis discret sur le fléchement du soutien politique affiché à Kiev. Il faudrait signaler qu'à la fin de cette réunion, les images montrent que le président ukrainien sort affaibli. Le G7 ne semble que maintenir sa position à continuer à sanctionner la Russie. Aucune annonce jusque-là sur l'aide militaire ou financière à l'Ukraine comme auparavant n'a été faite.